Bienvenue ce soir. Merci d'être présent pour ce webinaire qui s'appelle les 9 sorties de la souffrance. J'ai eu un grand élan d'inspiration, de motivation récemment. J'ai débloqué des croyances en fait chez moi et ça m'a lancé dans une série notamment de webinaires. Donc là, je suis lancé à faire un webinaire toutes les 2-3 semaines. Et il y en a eu donc plusieurs sur des sujets qui ressemblent à celui-ci, enfin qui sont les mêmes en fait. On va approfondir un peu ce soir, mais qui sont la souffrance, les croyances négatives. Comment est-ce qu'on entretient soi-même sans s'en rendre compte dans notre vie des choses qui nous plaisent pas en fait. Et comment est-ce que quand on comprend ce qui se passe et quand on voit ce qui se passe, et ben c'est la première étape pour sortir de là, même si on peut guider les pas un peu plus précisément ensuite. Donc, il y a déjà eu un webinaire sur la roue de la souffrance, qui est un modèle que j'ai conçu pour modéliser comment la souffrance s'entretient par différents aspects, mais qui se tiennent ensemble, où on a vraiment d'abord observé ça. Ce soir, je vais repartir de là, on va faire un tour rapide de ça. Mais l'idée, ça va être d'aller plonger dans chacun de ces mécanismes pour aller voir, depuis cet endroit-là, comment est-ce qu'on peut utiliser positivement ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, quand on se voit dans un mécanisme en particulier de souffrance. Donc, pour passer du négatif au positif. Voilà. Alors, ça va être assez dense ce soir, il y a pas mal d'informations. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait peu d'interactions en début de partie, et je laisserai plutôt un temps de questions-réponses à la fin. Si on n'est que 4 aussi, ça laissera le temps pour ça. Il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre. Et la deuxième chose, c'est que l'idée, c'est que tous les aspects de cette mécanique de la souffrance se tiennent ensemble, comme je le disais, mais on a tous, selon nos sensibilités, des portes d'entrée privilégiées dans la conscience de ça. Donc, parmi tous les mécanismes qui ont lieu, il y en a certains qu'on va vivre et qu'on va ressentir avec plus de conscience, donc plus facilement que les autres. Donc ma proposition pour vous, c'est pas forcément de tout retenir ce que je vais vous dire ce soir, c'est voilà. Alors, on a été coupé par l'orage, mais on reprend. Je sais pas exactement où j'ai été coupé, mais j'étais en train de dire qu'il y a pas mal d'informations qu'on va voir ensemble ce soir et l'idée, c'est que je vous invite à sentir le point, donc on va suivre un peu l'énéagramme, les 9 points de l'énéagramme, sentir le ou les quelques points qui résonnent particulièrement pour vous, et à cet endroit-là, de prendre des notes, de faire des impressions d'écran, de retenir, de prêter attention particulièrement à ça, et puis le reste, de laisser un peu, sinon vous allez vous surcharger, probablement. Donc même si tout se tient. Ok, ça va pour vous? Super. Donc c'est parti pour la présentation. Je vais partager l'écran entier. Voilà. Donc en principe, vous voyez bien mon écran. Donc les 9 sorties de la souffrance, hacker la souffrance pour passer du vicieux au vertueux. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on va passer en revue les aspects de la mécanique de la souffrance. Il y aurait d'autres manières de les regarder. Là, elles sont divisées en 9 aspects, parce que moi je travaille avec l'énéagramme. Mais c'est une utilisation de l'énéagramme que vous ne verrez pas dans les livres, c'est mon travail de recherche par rapport à ça. Donc on l'observe en 9, et pour chacun de ces 9 points, on va voir comment, quand on se retrouve là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir du cercle vicieux et passer au cercle vertueux? Puisque
Dans tous les cas, on est dans une boucle rétroactive où les croyances qu'on a, elles s'entretiennent, elles sont faites pour s'entretenir elles-mêmes. Quand c'est positif, ça nous plaît, quand c'est négatif, ça nous plaît pas, mais le mécanisme en lui-même, il est neutre, en fait. Donc il y a juste à l'utiliser, pour ce qu'on aime plutôt que pour ce qu'on n'aime pas. C'est ça le grand travail. Et en ce moment, on est dans l'humanité est dans l'expérience de se réveiller de sa souffrance et de découvrir qu'est-ce qui fait du bien par rapport à ce qui fait pas du bien. Donc de vivre l'expérience de passer de l'ombre à la lumière, on peut dire. Et ça, en soi, c'est une expérience qui est intéressante à vivre, malgré que ça suppose qu'il y ait de la souffrance à au démarrage, quoi. Voilà. Alors, la première chose en introduction, ça peut ça peut paraître surprenant pour certaines personnes, mais l'idée, c'est que si on ressent un poids dans notre vie, ça n'est pas naturel. On peut dire que c'est normal dans le sens où c'est une norme parce que tout le monde ressent des poids dans sa vie, parce que les humains de la terre d'aujourd'hui portent beaucoup de pierres dans leur sac. Mais ça n'est pas naturel et ça va peut-être à l'encontre de ce que disent beaucoup de gens qui disent, «Dans la vie, il y a de la souffrance et puis c'est comme ça, en fait». C'est qu'on est tellement enfoncé dans des schémas négatifs et des croyances négatives, mais vraiment lourdement et dans tous les sens et collectivement et individuellement, qu'on est loin de se douter du goût de la vie qu'on pourrait avoir si on n'avait pas ces schémas-là. Et on en est venu du coup à croire que c'était pas possible de sortir de là. Donc, moi je vous dis ma conviction, vous n'êtes pas obligé de la croire, mais je vous dis ma conviction depuis mes recherches, théoriques et pratiques, c'est qu'on n'a pas besoin de se sentir dans une charge, une lourdeur, d'avoir un truc à porter. C'est pour ça que je vous ai mis cette image d'une personne qui a une pierre sur son sac. Clairement, cette pierre, elle appartient au chemin sous ses pieds, elle appartient pas à son sac. Nos propres bagages ne pèsent rien, ils nous énergisent, OK? Les croyances qui sont les nôtres, ce qu'on porte dans notre esprit et qui est à nous, qui est authentique, ça nous énergise, c'est source d'énergie et non pas de poids. Ça, c'est un petit, disclaimer, on peut dire, et qui me permet de poser, quelques bases déontologiques, on pourrait dire. Donc 3 idées ici, c'est la souveraineté, la compassion et le discernement. Donc d'abord, vous n'êtes pas obligé de croire cette présentation, chaque personne est souveraine. Vous croyez ce que vous voulez, vous cultivez votre esprit avec ce que vous voulez. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est que ça vous a inspiré suffisamment pour que vous veniez. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire tout ce qui est dedans. Vous faites votre marché selon vos ressentis. Mais moi, je vais vous livrer ce dont je suis convaincu et je vais vous le dire avec conviction du coup. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut, y croire et le prendre pour vous. La deuxième chose, c'est que même si vous voyez s'il y a des choses qui remontent pendant cette présentation, vous voyez en vous-même des mécanismes qui sont pas très beaux, heu, vous n'êtes pas coupable de ça. Ce sont vos créations, mais vous l'avez fait inconsciemment et donc il y a pas de culpabilité à avoir. L'idée, c'est de prendre soin de soi et quand on voit qu'on a fait quelque chose qui nous fait pas du bien, c'est de prendre soin de soi encore plus à cet endroit-là parce on souffre à cet endroit-là et puis, autant que possible, d'aller changer de direction. Si la culpabilité vient toute seule et ben, elle vient toute seule, ça fait partie du processus. Ensuite, vous pourrez choisir ce que vous voudrez faire de ce que vous verrez, de ce qui sortira de cette présentation. Donc ça peut vous demander un peu de discernement. Mais il y aura des outils ce soir aussi pour vous aider là-dessus. Voilà, on n'est pas très nombreux là, donc si jamais il y a quelque chose qui vous brûle, de dire ou de questionner, vous pouvez rallumer votre micro et poser une question. Moi, ça me va, du fait qu'on n'est pas très nombreux. OK, donc c'est parti. Alors, je commence par ça. J'avais fini le dernier webinaire, les 2 derniers même par ce schéma-là. Là, je commence par là parce que ça va être important pour la suite.
C'est la structure de la personnalité. Donc ça correspond aux recherches que j'ai faites. Je rentre pas dans le détail de comment j'ai trouvé ça, mais c'est une synthèse, une compilation de tout ce que j'ai pu trouver, qui m'a le plus parlé et que j'expérimente concrètement dans ma vie. C'est l'idée qu'il y a ces 3 couches-là, en fait. Les comportements et les pensées, c'est la couche consciente, la couche du bas. Au-dessus, donc au-dessus, c'est comme une couleur qui serait au-dessus en fréquence. On pourrait dire, c'est une autre gamme de fréquences dans notre conscience. Au-dessus, il y a les émotions et les sentiments. C'est une couche qui est un peu plus subtile et qu'on peut appeler subconsciente. Et au-dessus de ça, il y a la couche des croyances et des définitions, qu'on peut appeler la couche de l'inconscient, même si on peut tout à fait se rendre conscient de cette couche-là, donc elle n'est pas nécessairement inconsciente, mais en général, on ne vit pas là. Même si en ce moment, on vit l'expérience de s'éveiller à cette couche-là, donc elle est de moins en moins inconsciente. Et en fait, l'idée, c'est que toute la réalité qu'on vit, nos expériences de vie, nos comportements, nos choix sont dictés par ces définitions qu'on porte en nous. Les définitions profondes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense à propos des choses? Mais en termes de définition, par exemple, la vie, c'est ça. Le plaisir, c'est comme ça. La souffrance, c'est comme ça. Donc à chaque fois qu'on dit ceci égale cela, c'est une définition et c'est inscrit comme dans le code source de notre personnalité. Il y a d'autres couches au-dessus de ça, mais ça, c'est les 3 couches de l'ego, la personnalité. Et donc, si on veut changer l'expérience de notre personne, mais du coup, c'est toutes nos expériences de vie, c'est comment on perçoit le monde, comment on répond à ce qu'on perçoit, donc c'est vraiment très, très large. Et ben, c'est dans les croyances et les définitions qu'il va falloir changer des choses. Il y a plusieurs portes d'entrée à ça. Donc, en allant dans les émotions et les sentiments, parfois ça débloque une croyance et ça change les choses, mais parfois non. Si vous allez vous faire masser aussi, si vous restez du coup dans le corps en bas, ça peut débloquer des croyances et des définitions. Si vous discutez avec quelqu'un, vous lisez un livre, ça peut débloquer des croyances et des définitions, parce qu'il y a cette flèche qui remonte. Mais parfois ça ne le fait pas parce que à partir du bas, on ne remonte pas jusqu'en haut. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir quelle est la définition source, parce que ça, c'est la cause de ce qui est vécu, en particulier ce qui est négatif. Et en fait, les émotions, ça agit comme une sorte de nuage qui nous empêche de voir que en bas, on est dirigé comme par des fils, par une main qui du coup est invisible, inconsciente à cause de cette couche-là, et qui, définit en fait notre vie, quoi. Heu, on parlait un petit peu avant l'enregistrement de relation à l'argent, mais typiquement, si on a des problèmes d'argent, si on force pour essayer de trouver de l'argent, c'est nécessairement qu'il y a une définition sur l'argent ou sur des choses en lien avec l'argent, à cet endroit-là, qui sont négatives et qui font que, en fait, c'est écrit qu'il ne faut pas qu'on gagne plus d'argent. Donc on pourra faire tout ce qu'on veut en bas et ben, ce sera défini comme ça. Ça aura la priorité. Donc on va on va beaucoup revenir ce soir sur cette phrase-là: «Chaque comportement renforce la croyance qu'il suppose». Je répète ça, chaque comportement, donc ce qui est en bas, à chaque fois qu'on se comporte d'une certaine manière et même qu'on pense d'une certaine manière, on renforce la croyance qui est en haut, la définition, que ce comportement suppose. Donc l'idée, ça va être de se demander: «Qu'est-ce que ce comportement suppose dans mes croyances? Qu'est-ce que je dois croire pour me comporter comme ça?» Quand on se pose cette question, on remonte les niveaux jusqu'à la cause, jusqu'à la source. Alors, je reviens là rapidement parce que j'ai entendu un bruit. Non, ça vient pas de là. Hop. Ça me permet de voir aussi que vous êtes toujours là parce que quand j'ai le plein écran, je vois plus, donc tout va bien. Voilà. Hem, donc voilà pour cette base et on va y revenir du coup au cas par cas. Maintenant, je vais revenir rapidement sur la roue de la souffrance.
Je dis rapidement parce qu'il y a eu un autre webinaire qui était spécifiquement sur la présentation de cette roue en tant qu'ensemble qui se tient ensemble. Là, on va la revisiter, mais point par point. On va moins la regarder de manière globale, on va la regarder de manière locale, précise, aspect par aspect. Mais je veux juste, revenir rapidement sur la vue globale. La grande idée dans cette mécanique de la souffrance, c'est l'idée d'attaque. OK? Pour qu'il y ait souffrance, il faut qu'il y ait attaque dans l'esprit. Dans l'esprit, hein, que ça se joue, et c'est une sorte hem, de duel ou de yo-yo, on pourrait dire, entre ici une attaque contre soi-même, que j'ai appelée culpabilité, et à droite, une attaque contre les autres, que j'ai appelée conflit, et les 2 s'entretiennent. Il y a des personnes qui ont conscience d'être surtout en conflit avec les autres, mais pas avec elles-mêmes. Il y a d'autres personnes qui ont conscience de beaucoup s'attaquer elles-mêmes et de pas être beaucoup en conflit avec les autres. C'est la même chose. Si on est en conflit avec soi-même ou avec les autres, c'est le c'est la même mécanique, simplement elle prend des formes différentes, et du fait qu'elle prend des formes différentes, elle est moins facile à repérer. Donc on va se dire par exemple: «Je vis des tensions relationnelles, mais moi j'ai pas de problème avec moi-même». Et du coup, on va s'empêcher de voir les problèmes qu'on a avec soi-même. Ou au contraire, on va dire: «Je m'en veux beaucoup, je me trouve nul, je m'attaque et cetera. Par contre avec les autres, ça va», et on va s'empêcher du coup de découvrir comment ça va pas avec les autres. Notre relationnel, il est comme malade, même si on s'en rend pas compte. On a tous un minimum de ces trucs-là et on est en train de s'en réveiller, et entre les 2, du coup, il y a la dissociation qui fait, comme je viens de l'expliquer, que, eh ben, on voit l'un sans voir l'autre. Si je rentre maintenant, je vous montre le détail des points. Tac. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent mon travail, c'est la forme de la roue de la création, mais comme c'est une version négative, je l'ai appelée la roue de la souffrance, et c'est un énéagramme dans le sens où il y a 9 points, et ça correspond à l'énéagramme classique, mais c'est une définition des points qui est, de ma propre conception, et l'ordre entre ces points, alors j'ai pas, j'ai pas l'impression d'avoir inventé des choses, mais j'ai plutôt, travaillé la forme, la présentation et les concepts. Je rentre pas dans le détail de la genèse de cet outil, je le ferai peut-être une autre fois. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a les 3 énergies du cœur, du corps et de l'esprit, et qu'on retrouve les 3 à la fois dans la culpabilité, donc l'attaque contre soi ici, entre je fuis mes problèmes et donc je m'empêche de les voir. Je m'oblige à porter des fardeaux en croyant que, je suis obligé, que c'est comme ça, parce que c'est c'est ça que je mérite pour exister. Et j'entretiens des tourments parce que j'en ai fait une part de mon identité et que je m'accroche à des tourments. Et c'est les 3 manières qui s'entretiennent ensemble par lesquelles on s'attaque soi-même. On va rentrer dans le détail de ces points, là je le dis rapidement pour qu'on les voit, dans un système. À droite, la codépendance, c'est comment je marchande avec les autres, des comment je me sacrifie pour espérer obtenir des autres des trucs, que j'ai l'impression de manquer. Vengeance, comment j'essaye de me faire justice auprès des autres quand je vois qu'ils m'ont pas donné ce qu'ils étaient censés me donner, alors que je me suis sacrifié pour eux. Et arrogance, c'est comment je m'arrange pour interpréter la réalité d'une manière qui me donne raison. Et ça s'entretient de nouveau, dans une dynamique, donc bien ficelée et qui entretient du conflit avec les autres. Voilà, et entre les 2, la manipulation ici, ça fait en sorte que je projette dans le monde extérieur ma culpabilité, les choses en moi, je me déguise de sorte que les autres ne voient pas ce qui se passe en moi, et moi-même je ne le vois plus. Et en bas, le doute, c'est le fait que, hem, je préfère me déclarer coupable pour, espérer apaiser le conflit que je trouve à droite, apaiser les attaques des autres, et du coup, je renforce la culpabilité à gauche. Et au milieu, la neutralisation, c'est l'idée d'étouffer, tout ça.
Donc je fais en sorte de ne pas ressentir les problèmes. On maintient les choses comme c'est actuellement. C'est pas si mal parce que je suis vivant, donc ça peut bien continuer comme ça. Et ça fait que, ça continue depuis des millénaires. Voilà, donc cette roue joyeuse, ça fait pas très envie, mais l'idée c'est de voir parce qu'on est là-dedans et encore une fois, quand on est dans l'un de ces points-là, on est dans tous les points à la fois, même si on ne le voit pas, parce que notre esprit se cache les choses. Alors, je vais me mettre un petit chrono pour être sûr de pas dépasser et on va rentrer dans les 9 points un par un. Donc encore une fois, laissez-vous alors non, j'ai encore une diapo avant, voilà. Hem, Là, c'est une petite phrase à chaque fois qui vous montre la croyance piège de ce point de souffrance et c'est là-dedans qu'on va rentrer ensuite point par point pour voir comment à partir de ce piège-là, et ben, on peut en sortir et sachant que pour l'esprit, la seule manière de piéger l'esprit, c'est de cacher le piège. Quand l'esprit voit, si vous voyez entièrement quelque chose, vous êtes sorti d'affaire. Si vous voyez et que vous n'êtes pas sorti d'affaire, c'est qu'il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas vu. Donc vous croyez que vous voyez, mais en fait, il reste un truc à voir. Ou alors vous croyez que ça suffit pas de voir et qu'il va vous falloir beaucoup plus de travail et de guérison. Si vous croyez ça, alors vous en ferez l'expérience. Mais c'est pas le cas, mécaniquement. Mécaniquement, votre esprit, s'il voit les choses, il est sorti d'affaire. Donc ici, je vous invite à déjà, regarder rapidement ces phrases-là. Hem, Vous pouvez faire des impressions d'écran, hein. Vous voyez que j'ai une licence, j'ai mis une licence, Creative Commons, donc c'est partageable, dans les mêmes conditions et voilà. Vous pouvez du coup vous appuyer là-dessus, je vous invite à faire plusieurs impressions d'écran pour ce soir si ça vous intéresse. Hem, donc j'en ai parlé un petit peu en intro, donc je vais pas refaire le tour. Ça doit faire peut-être une minute que je suis dessus. L'idée, c'est que je vous laisse voir quels sont les 2 ou 3 croyances pièges, les 2 ou 3 pièges dans lesquels vous vous voyez être. Sachant que ça demande déjà un peu de conscience de soi pour se voir là-dedans. Et on va rentrer maintenant dans le détail. C'est parti. Alors, le point 1, donc toutes les pages vont se présenter comme ça. Je vous ai mis un peu la thématique qu'on va trouver à cet endroit-là. Pour le point, c'est la contrainte, c'est le rapport à la contrainte. Alors, c'est comme ça que ça me vient aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, j'en parlerai autrement, mais ce sera pas non plus, c'est pas non plus faux ce qui est là, mais peut-être que ce sera plus précis. On parle ici de contrainte et du rapport à la contrainte, puisque dans la vie, il y a des contraintes. Dans notre vie de personnes incarnées, il y a nécessairement des contraintes, parce que ça fait partie du jeu. Quand on joue à un jeu, et ben, il y a des règles du jeu. Ces règles du jeu, c'est des contraintes et donc il se passe des choses dans notre vie, on vit des expériences où à certains moments, bah, on aimerait bien faire ça et on peut pas parce qu'il y a une contrainte qui nous oblige à faire autre chose. Typiquement, on a des enfants, ce genre de choses, on a un travail qui nous oblige. L'idée, c'est que ici à gauche, vous avez le piège qui dit: «Je suis obligé de supporter mes fardeaux» et en fait, dans ce rapport à la contrainte ici, il y a l'idée que ça doit être lourd parce que ça fait partie de l'existence. Et là, il y a l'idée de souffrance qui est attachée à la contrainte. La contrainte n'a pas besoin d'être une souffrance, d'occasionner des souffrances. Donc l'idée, c'est de passer à droite, je vais aller un peu vite parce qu'on a 9 points à voir ce soir, vers une formalisation qui est une identification, une synthèse qui dit: «Je vais fonder qui je veux être, qui je suis»
et la contrainte me permet de m'appuyer sur ce qui se passe et qui me résiste pour dire: «Voilà qui je suis par rapport à ça». Si vous faites ça, vous utilisez la contrainte d'une manière positive. Plutôt que de se dire: «Je subis cette contrainte et voilà, c'est la preuve que je suis obligé de souffrir dans ma vie et de toute façon c'est comme ça, il faut bien s'y faire». Je vais dire: «Ah, il y a une contrainte qui m'est présentée comme une occasion de m'appuyer contre elle». Donc c'est contre au sens neutre, hein, comme on s'appuie contre un mur pour dire, pour se mettre debout et dire: «Voilà qui je suis par rapport à ça». Donc ici, en encadré, je vous ai mis une petite sagesse qui permet de passer l'un à l'autre de l'un à l'autre et qui dit: «La contrainte est un appui pour canaliser ses choix». C'est-à-dire pour qu'on puisse faire avancer notre personnage dans notre histoire, il faut bien qu'il y ait, des qu'il se passe des choses et qu'il y ait des rebondissements, qu'on puisse s'appuyer sur des événements pour canaliser des choix. En dessous, une petite question d'auto-coaching, on pourrait dire, que je vous invite à vous poser, heu, pour justement passer de la souffrance à la création. Donc quels sont les fardeaux que je subis dans ma vie? Ça, c'est pour voir déjà dans quelle souffrance on se voit être. Quels sont les fardeaux que je subis dans ma vie? C'est quoi les endroits où: «Ah, c'est lourd, c'est chargé» et comment est-ce que je peux utiliser ces contraintes positivement? Parfois, ça veut dire juste déménager, hein. Ça veut dire que parfois on quitte les contraintes, tout simplement et ce sera ces contraintes, auront eu pour rôle de nous pousser à faire le choix de partir. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, c'est plutôt d'aller ouvrir nos choix, d'aller imaginer de nouvelles options à partir d'une situation qui ne change pas. Donc comment je peux utiliser ces contraintes positivement? Voilà. Je vous ai pas parlé de ce petit schéma, ça c'est juste pour vous dire, je vous ai mis en noir la position du point sur la roue de la création. Parce que du coup là, je vais passer les points dans l'ordre de 1 à 9, plutôt que dans l'ordre de la roue, parce que ça me paraissait un peu plus, confusant. Voilà pour le point 1, donc on verra à la fin si vous avez des questions. Le point 2 parle d'échange. Donc l'échange, c'est la relation à l'autre, ce que je donne, ce que je reçois, ce que je partage. Dans la souffrance, on croit, dans ce piège-là, on croit que, dans ce donner-recevoir, tout est donnant-donnant et donc si je veux, combler mes manques, mes besoins, heu, donc alléger ma souffrance en comblant, en arrivant à trouver ce qui me manque, je vais devoir sacrifier quelque chose d'autre. Donc c'est toujours, si je veux soulager une part de moi, il va falloir que, au contraire, j'alourdisse une autre part de moi, puisqu'on reste toujours dans l'idée qu'il y a un fardeau à porter quoi qu'il arrive. Donc je dois me sacrifier pour obtenir ce dont j'ai besoin. Et ça me met dans une codépendance, un marchandage. On va trouver des gens qui ont besoin de quelque chose, de sorte qu'on va pouvoir leur donner pour qu'on puisse ensuite exiger d'eux quelque chose en retour. Il y a beaucoup, sinon, la grande majorité des couples, puisqu'on vit dans un monde qui est encore globalement dans cette mécanique de souffrance, beaucoup des couples fonctionnent avec ça, alors pas que ça, mais beaucoup de ça. On se met ensemble pour, marchander nos besoins, en fait. Donc il y a pas de culpabilité encore une fois à trouver, c'est juste d'observer et à partir de là, de se dire: «On n'est pas obligé de continuer à faire ça, on peut faire autrement». Et comment faire autrement, du coup, en termes d'échange ici? C'est d'aller vers la rencontre. Je veux partager avec l'autre ce qui nous servirait tous les 2. L'idée, c'est que quand on donne, qu'on échange dans une rencontre avec quelqu'un, c'est comme si on multipliait cette chose. C'est ce que je suis en train de faire ce soir, par exemple. Je vous donne une idée, cette idée, je la renforce pour moi et pour vous. Donc, en fait, elle prend de la valeur, elle prend de l'ampleur. Donc, si j'ai l'impression de manquer de quelque chose dans ma vie, le meilleur moyen pour en avoir plus, c'est ce que j'ai écrit dans cet encadré,
c'est de partager cette chose et ça peut paraître bizarre pour des objets matériels, mais ça marche aussi. Si vous dites: «J'ai pas assez d'argent», essayez, mais il faut le faire avec cœur par contre, essayez de partager le peu que vous avez et vous verrez probablement, heu, je dis probablement parce que ça dépend l'état d'esprit dans lequel on fait. Si on le fait dans un état d'esprit de manque, et ben, on va continuer de se prouver qu'on manque et donc ça marchera pas. Mais si on le fait dans un relâchement du flux, vous laissez donner les choses, vous allez voir que le flux, il va vous venir plus fort. Comme si vous ouvrez le robinet il donne de l'eau, mais du coup, il y a de l'eau qui arrive au robinet, quoi. Et non seulement vous allez recevoir autant que vous donnez, mais vous allez recevoir même plus, parce que ça s'augmente, ça s'enrichit. Le partage, l'échange enrichit pour tout le monde. Donc ça, c'est une manière de passer de la codépendance, où on suppose le manque, à une rencontre et un partage dans la rencontre, où là, on augmente pour tout le monde. C'est assez magique, hein. Voilà, les questions en bas, où est-ce que je me vois me sacrifier dans ma vie et de quoi est-ce que j'ai peur de manquer? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Et comment est-ce que je pourrais partager ce dont j'ai l'impression de manquer? C'est ça peut être difficile pour l'ego à comprendre ça, mais la vie fonctionne comme ça, en fait. Je vous le dis du coup de toute ma conviction, faites-en l'expérience, heu, essayez ça vous-même. OK, on passe au point 3. Le point 3, ça parle d'image de soi et là aussi, il y a une manière piégeuse ou maladive ou malsaine de travailler son image de soi et une manière saine. Là, on est entre la manipulation et le leadership. Dans la manipulation, on suppose un problème en soi, un manque, une souffrance. C'est pour ça qu'à gauche, c'est un piège, c'est que c'est une mécanique qui nous fait croire que ça va nous faire sortir de la souffrance, alors qu'elle entretient, la elle continue de supposer la souffrance et souvenez-vous ce que je disais au début, c'est que nos comportements renforcent la croyance qu'ils supposent. Donc si je déguise mon image pour essayer d'amener les autres à servir mes intérêts, alors je suppose que je ne peux pas servir mes intérêts moi-même, que je ne peux pas être moi-même, je dois me travestir mon image, apparaître d'une certaine manière, manipuler les apparences, pour essayer de faire en sorte que les gens, comblent ce dont je souffre. Donc je continue de supposer la souffrance et donc je m'enfonce encore plus. L'idée, c'est à partir de là, au contraire, de cesser de supposer la souffrance, mais de supposer plutôt, quelque chose de lumineux et de positif. Et là, ici, j'utilise donc dans le leadership, j'utilise mon image pour témoigner de mes convictions. Et là, mon image devient une sorte de mégaphone ou c'est un canal d'expression. Comment j'apparais au monde à travers mon image, les gens vont pouvoir voir si je me laisse être, qui je veux être, c'est-à-dire si je me laisse être en accord avec mes convictions, alors les gens vont pouvoir ressentir ces convictions et du coup me suivre s'ils ont envie et ne pas me suivre s'ils n'ont pas envie. Mais quand on vit nos convictions au grand jour, en général, il y a des gens que ça inspire et qui nous suivent. C'est, je pense, systématique. Et ça génère un sentiment de ne plus manquer. Ça génère un sentiment de plénitude, puisque du coup, on suppose une plénitude ici, une conviction qu'on est prêt à porter dans l'image. Donc l'image de soi est un moyen de booster ce qu'on aime. Si vous aimez la patience, créez-vous une image patiente. Mais il faut que ce soit vrai par contre, sinon ça va se voir. Dans votre image, on va voir si c'est faux. Donc soyez la patience et laissez-la transparaître dans votre image. Ne la retenez pas par rapport au monde. Laissez le monde voir vos convictions. Ça, c'est un boost, ça fait c'est comme le point 2 juste avant, c'est un moyen de faire grossir cette réalité.
Quels sont les espaces de ma vie où je déguise mon image? Donc ça, pour voir où est-ce que je manipule les choses, qu'est-ce que je cherche à protéger? Et pour passer à droite, comment est-ce que je pourrais utiliser mon image pour booster ce que j'aime dans ma réalité? Ça demande en général, ça demande pas mal d'estime de soi, d'audace, de confiance, de dire, «Ça, c'est quelque chose que j'aime et je vais laisser les gens voir que j'aime ça». Mais si vous le faites, votre vie va décoller, va passer un ça va, vous allez décoincer quelque chose. Voilà, ça va un peu vite, hein, je vous ai prévenu, mais on aura le temps d'y revenir un petit peu tout à l'heure. Le point 4, ça parle des sentiments. Donc le point 4, c'est tout ce qui concerne la vie intérieure. Et donc les sentiments, c'est l'information par excellence dans l'intérieur. Donc c'est sensations, émotions, voilà, tout ça assez largement. Côté souffrance, il y a l'idée que, bah, comme on souffre, les sentiments sont négatifs et donc c'est du tourment. Alors, ça peut être de la honte, ça peut être de l'anxiété, angoisse, ça peut être, voilà, un tas de sentiments négatifs et à cet endroit-là, surtout si vous souffrez depuis un certain temps, vous allez voir que votre ego, votre personnalité, s'est construite sur le tourment. De sorte que il se peut que vous ayez peur de sortir du tourment parce que vous vous dites que votre vie vous vous dites inconsciemment, probablement, et peut-être jusqu'à ce soir du coup, que votre vie va être vide si vous n'êtes plus tourmenté. Qui est-ce que je vais être si je ne suis plus tourmenté? Donc je dois entretenir mes drames pour que ma vie soit pleine et si je lâche mes drames, il se peut que j'ai l'impression de mourir en fait, parce que je sais plus qui je suis. Donc ça, c'est une mécanique qui maintient la souffrance. Au lieu de ça, l'idée c'est d'utiliser les sentiments autrement, mais ça suppose d'accepter le vide, le silence, pour pouvoir entendre des sentiments profonds plutôt que les sentiments qu'on entretient à la surface comme des drames au théâtre, en fait. On théâtralise des choses et on entretient ça. Donc si on met le théâtre de surface en pause et qu'on écoute la qualité des sentiments, notamment des sentiments profonds, subtils, stables, ces sentiments-là nous orientent vers notre plénitude. Donc la plénitude qu'on cherche ici et qu'on a trouvée dans la négativité, du coup on veut pas quitter le négatif parce qu'on veut pas quitter la plénitude. C'est une plénitude malade. Ici, on va trouver une plénitude positive, joyeuse, extatique. Mais ça demande de faire silence pour écouter en soi-même la résonance, le sentiment qui nous indique quelle est notre voie, notre chemin. Donc les sentiments profonds sont des indicateurs de sa voie personnelle. C'est le canal de la vocation ça, l'appel. Qu'est-ce qui m'appelle? Et donc ici, les petites questions d'auto-coaching. À quel moment est-ce que je me vois m'envelopper dans mes tourments, comme dans une couverture, quelque chose qui est un peu douillet, non, je souffre, ma vie est dure. Par peur de quoi? Et dans ces moments-là, est-ce que je serais prêt ou prête à me laisser contempler le silence intérieur pour écouter ma voix? Ça, c'est donc comme à chaque fois pour chaque point, c'est un ces questions-là ont le pouvoir de transformer toute la vie. C'est vraiment là, j'y passe rapidement, hein, mais il y aurait de quoi passer une soirée sur chacun de ces points et à l'avenir, je ferai peut-être, des webinaires aussi sur 3 points réunis ou en tout cas, j'y reviendrai régulièrement dans mes publications et dans mon travail. Voilà pour le point 4. On continue. Une petite inspiration peut-être, juste, quelques secondes de pause. Voilà, je vais peut-être faire ça après chaque point parce que ça permet de faire une petite, de faire une petite, pause.
Alors, le point 5, ça parle d'observation du monde et qui dit observation dit interprétation. Vous savez peut-être que, hem, tout ce qu'on sait du monde extérieur, de ce qu'on appelle la réalité, et ben, ça se construit dans notre conscience, à travers les 5 sens, et ça passe par les filtres de notre histoire, nos mémoires, de tout ce qu'on sait à propos des choses. Donc on n'avait pas les mêmes perceptions à 2 ans et demi, qu'à 25 ans et qu'à 40 ans ou parce qu'en fonction de nos histoires, de ce qu'on a vécu, on va filtrer les choses autrement, on va les interpréter autrement et c'est comme si du coup, c'était pas le même monde concrètement. Ici, du coup, il est question de comment on utilise l'interprétation. Il ne s'agit pas d'arrêter d'interpréter parce que tant qu'on est dans un ego, on interprète et c'est pas un problème en soi. L'idée, c'est comment j'interprète? Comment je me sers de ça, de ce phénomène? Dans la souffrance, je vais faire en sorte d'avoir raison. Donc, et vous avez dû vous en rendre compte si vous êtes dans un conflit avec quelqu'un, par exemple, vous vous écoutez parler, sortir des arguments avec, le ton qui monte un peu, la colère, et cetera. Et vous allez voir comment vous allez tout tourner et le mental est hyper fort pour ça. Tourner les choses de sorte que, ça paraisse, à votre avantage. Parce que vous êtes dans un duel. Le point 5, vous voyez ici, il est sur la droite de la roue, donc il est dans le conflit, c'est le ternaire du conflit. Donc l'arrogance, c'est un mélange de supériorité et de «je sais», alors qu'en fait, on interprète des choses qu'on pourrait interpréter autrement. En général, il y a des trucs qu'on ignore dedans et on fait comme si on savait. On suppose des trucs qui existent pas, bon. À la place de ça, l'idée, c'est de dire: «Je veux voir et je veux observer les situations pour mieux me connaître». Et là, il y a une sagesse qui vient ici, qui rentre en jeu, c'est que mes expériences de vie sont des reflets de mon monde intérieur. Comme je le disais, en fait, nos filtres font en sorte que ce qu'on perçoit de la réalité, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est comme si on était un projecteur avec une diapo qui est, la diapo, c'est notre système de croyance et que ça projette une lumière et le monde extérieur qu'on voit, c'est notre lumière projetée à travers nos croyances et donc en fait, on s'observe soi-même en croyant observer le monde et ça, si on le sait, on peut observer les événements en se disant: «Ça, c'est un reflet de ce qui se passe en moi-même et que j'aurais du mal à voir en moi-même si ça n'était pas projeté sur le monde extérieur». Donc ça, c'est une manière très puissante d'utiliser le mécanisme de la projection et de l'interprétation. Donc si je vis à répétition tel type de conflit ou de rencontre, je vais me dire: «Bah, j'ai ce conflit-là à l'intérieur de moi, j'ai cette rencontre-là à l'intérieur de moi, entre différentes parts». Voilà, donc quand est-ce que je me vois défendre mon point de vue, essayer d'avoir raison? Qu'est-ce qui me fait peur dans ces situations? Et qu'est-ce que j'apprendrais de très important sur moi-même et sur mes souffrances intérieures, si j'interprétais l'extérieur comme un reflet de l'intérieur? Très, très puissant comme levier. Voilà pour le point 5. Petite respiration. OK, c'est parti pour le point 6. Le point 6, c'est le moment où on prend du recul. Alors sur la roue, c'est le point suivant et on va remettre les choses en cause. On va essayer de trouver la cause de ce qui se passe. C'est déjà un peu ce qu'on fait au point 5, mais là on va plus loin et surtout c'est ce qui fait le lien entre ce qu'on observe et un choix qu'on va pouvoir faire derrière. Donc c'est le point où on questionne, on critique et on questionne. Dans la souffrance, il y a le mécanisme du doute. Le doute, c'est un truc qui fait en sorte que vous soyez toujours, heu, collé à la conscience du problème
Donc suffisamment proche du problème pour le ressentir, mais jamais assez proche du problème pour vraiment le voir et pouvoir le résoudre. Donc c'est vraiment, pernicieux, c'est que vous êtes toujours ni trop loin, ni trop près, de sorte que vous souffrez consciemment de ce qui se passe et ça ressasse: «J'ai un problème et je ne sais pas ce que je vais faire» et cetera et cetera. Mais je ne vais pas voir de près pour me poser les questions, y répondre et avancer à partir de là. Donc peut-être que vous observez ça dans votre fonctionnement, dans votre vie. Des ressassements, des indécisions, vous tournez en rond, ça glisse, et tout ça sur fond d'un besoin de douter de vous-même. Comme si ça dit: «Non, il faut que je reste dans le doute parce que si je vais vers une certitude, vers un choix sûr, et ben, il se peut que je me fourvoie et du coup, ce sera encore pire. Donc il faut que je reste dans le doute pour surtout pas sous-estimer le problème». Mais on peut passer toute notre vie là-dedans et c'est très difficile, c'est très anxieux, anxiogène. Voilà. Au contraire, l'idée, c'est que la confusion, c'est une conséquence de croyances négatives. Si vous vous sentez dans ce ressassement, ce doute et cette confusion, c'est forcément que vous portez en vous au moins une croyance négative, donc une pierre dans votre sac. Donc remettez ça en cause. Arrêtez-vous, stop, dites, «Là, je me sens dans l'anxiété, dans la confusion, je vais questionner, en fait, qu'est-ce qui est là? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que je dois croire pour me sentir comme ça?» Il y a des croyances contradictoires en moi. Il y a des choses dans mon esprit qui croient des choses, incompatibles. J'ai des croyances incompatibles et donc forcément, il en résulte une confusion. Je ne sais pas où aller, en fait. Donc je questionne mes croyances contradictoires et mes options aussi. Qu'est-ce qui se présente à moi? Quelles sont les différentes voies? Voilà, et donc ici, est-ce que je tourne en rond? Quand est-ce que je tourne en rond dans mes doutes? Quelles seraient les meilleures questions à me poser pour avancer? Ça, c'est un truc qui vous fait passer du doute au questionnement et le questionnement à la réponse, du coup. Quelles seraient les meilleures questions à me poser pour avancer? Je crois que c'est Einstein qui disait: «Si j'ai 1 heure pour résoudre un problème très complexe, je passe 55 minutes à trouver la question à me poser». Parce que quand vous avez la bonne question, la réponse, elle est juste derrière. Mais ça suppose d'arrêter la machine à laver du doute. Voilà. Voilà pour le point 6. Petite respiration. OK, alors on a fait les 2 tiers. Le point 7, ça parle de mouvement, d'agilité, de liberté. Dans la fuite, le mouvement est utilisé pour entretenir la souffrance, malgré qu'on ait l'impression de la quitter. Parce que si j'ai un comportement qui fuit quelque chose, alors j'enseigne à mon esprit qu'il y a un problème à fuir et comme on le disait au début, mes comportements renforcent les croyances qu'ils supposent. Donc si j'ai un comportement de fuite, ça peut être un comportement mental d'abord, hein, c'est un comportement au sens large, et ben j'entretiens en moi l'idée qu'il y a un problème à fuir et donc j'entretiens l'idée du problème et de la souffrance, sans pour autant aller la rencontrer pour la faire évoluer. Donc en particulier ici, on fuit ce qui ne nous plaît pas, donc les sentiments négatifs. Je dois fuir les sentiments négatifs pour ne pas être englouti. Ça, c'est une pensée, heu, qui n'est pas forcément consciente, hein. Si elle l'est, bravo, c'est déjà un bon premier pas. Donc c'est l'idée de la première question, quels sont les sentiments ou les parts de ma vie que je fuis? Et l'idée, c'est qu'on peut passer à un mouvement qui est positif, qui est un mouvement d'imagination. Mais une imagination qui n'est pas faite pour, juste quitter les pensées, de la réalité qui ne nous plaît pas, mais qui va continuer d'exister quand même, dans notre vie. Mais de se dire: «Face à ça,
comment est-ce que j'imagine la plus belle réponse? J'utilise mon imagination, donc non pas pour cacher le problème, ne plus le voir, juste en allant regarder ailleurs, en me disant: «Je fais face au problème et il m'appartient», puisque on n'est jamais bloqué, donc ça suppose quand même d'avoir cette confiance-là. On n'est jamais bloqué, on a toujours un choix possible, hein. C'est obligatoirement, en fait, ça fait partie de la vie ça. Heu, donc dans cette situation, pour autant que je me sente bloqué, hem et ben, quelles sont mes options disponibles et notamment comment est-ce que je peux répondre à cette situation? Et là, l'imagination, c'est le mouvement du point 7 qui est le mécanisme positif. Dire, comment je peux, qu'est-ce que mon imagination me donne comme, réponse possible et joyeuse à ce qui se présente? Donc le choix de la réponse crée le mouvement désiré. C'est toujours dans comment on choisit de répondre aux circonstances qu'on trouve la liberté, plutôt que dans quelles circonstances on est. On ne change pas les circonstances, en fait, on change notre réponse aux circonstances. Ça peut vouloir dire déménager et du coup changer de contexte, mais pas forcément. Et en tout cas, c'est toujours en faisant face à la situation présente qu'on y répond avec un choix, et c'est dans ce choix qu'on va trouver notre liberté et ce qu'on désire. Donc si j'acceptais de faire face aux sentiments que j'ai tendance à fuir spontanément, comment j'imaginerais la plus belle manière d'y répondre? Très puissant mécanisme, aussi puissant que les autres. Voilà pour ça. J'ai entendu un petit bruit, je regarde juste s'il y a une question ou quoi. Non, c'est bon. OK, petite respiration. OK. Le point 8 maintenant, ici on est dans l'utilisation de la démonstration. Donc c'est, qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on démontre? Et physiquement, hein, donc comment on utilise notre énergie corporelle? Dans quel sens on l'utilise? Dans la souffrance, on va avoir tendance à utiliser notre énergie corporelle, pour réparer des injustices telles qu'on les perçoit. Donc je dois rétablir mon honneur et ma dignité. Je ne sais pas si vous arrive, d'avoir cette pensée-là, d'avoir cette réaction-là, cette attitude, de vous constater dans cette attitude, de dire de vous indigner en fait, de dire: «C'est n'importe quoi, c'est scandaleux, il faut rétablir les choses du coup. Cette personne va devoir payer d'une manière ou d'une autre». Ça peut sembler être un beau sentiment, parce que vous voulez passer de l'indignité à la dignité. Le problème, c'est que quand on fait ça, on suppose notre indignité et en fait, rien ne dit que ce que font les autres, ça diminue notre dignité. Notre dignité, elle est pas soumise au choix des autres. En fait, notre dignité, c'est un état de naissance, c'est éternel, on est digne. Notre honneur, c'est nous qui le décidons, en fait. Donc il est là, après on peut choisir de le voir ou de ne pas le voir. Mais du coup, quand on dit: «Je veux me venger pour rétablir ma dignité», en fait, je continue d'enseigner à mon esprit que ma dignité, elle est fragile et vulnérable. Et ça entretient du coup le mouvement de vengeance et de je vais avoir l'impression que le monde attaque ma dignité et je vais me venger du monde et donc le conflit ne s'arrête pas. Donc quand je fais ça, je démontre mon indignité. Quand j'agis par vengeance pour rétablir ma dignité, je démontre mon indignité. Parce que sinon j'aurais pas besoin de le faire. Ça peut être facile à comprendre quand on le dit comme ça, mais quand on est dans le sentiment, ça peut être assez dur. À la place, du coup, l'idée, c'est l'action positive. Donc c'est je m'appuie sur mes convictions et plutôt que d'aller
dans un mouvement négatif pour rétablir quelque chose que je crois avoir été, lésé, négatif, je vais plutôt me dire: je m'appuie sur quelque chose qui est positif en moi et auquel je crois et je vais mettre ça en action pour le démontrer. Donc au moment, par exemple, où je fais ce webinaire, là, j'ai mis mon corps en action, je l'ai posté sur internet, je suis en train de le faire ce soir. J'exprime mes convictions, je les mets en action et ça démontre ce que je veux plutôt que de démontrer ce que je ne veux pas. Donc c'est une démarche de création plutôt que de souffrance et on peut le faire à propos de n'importe quelle conviction. Donc l'action est une démonstration de ses croyances et convictions. Si vous croyez que, vous êtes indigne du coup, et ben, votre action va la démontrer. Si vous croyez que vous êtes digne, votre action va la démontrer aussi. Donc utilisez l'action, la démonstration dans le sens que vous préférez. Ne vous laissez pas avoir par ce truc-là. Donc quels sont mes élans de vengeance ou d'indignation? De quoi est-ce que je me sens lésé? Alors attention, j'ai l'impression que parfois quand on s'est endormi dans une soumission malsaine, ça peut être utile de passer par une petite phase de colère et d'indignation, de dire juste pour se réveiller et dire: «Mais ça va pas du tout», mais c'est important de ne pas rester là-dedans parce que tant qu'on est là-dedans, on suppose notre faiblesse. Donc en transition, j'ai l'impression que ça peut être utile. À vous de le vi ça c'est du coup un avis de mon expérience personnelle, comme tout le reste on peut dire. Essayez ça dans votre vie comme vous préférez, comme ça fonctionne pour vous. Donc comment est-ce que j'agirais si j'étais convaincu de ma dignité? Convaincu de mon honneur et de ma force? Voilà. Voilà pour le 8. Petite respiration. OK et enfin, le point 9 parle de stabilité. Ici, on est dans l'utilisation de la stabilité, l'équilibre. Donc, de quelle manière est-ce que je cherche à maintenir la stabilité de mon système? On est bien d'accord qu'on a besoin de stabilité et d'équilibre. Hem, Parce que si je vais dans un déséquilibre total, complet, ça peut vouloir dire, dislocation, en fait, de ma conscience. Alors, je ne crois pas que ce soit possible, mais on peut vivre des dissociations de personnalité, donc c'est on peut vivre l'expérience quand même d'une perte de stabilité ou d'équilibre. Alors, dans la souffrance, là, je vais prendre la métaphore du vélo. Dans la souffrance, il y a l'idée que il faut pas ressentir les tensions pour pouvoir maintenir la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire, au présent, je vois que j'existe, je me sens un minimum, dans une cohérence minimum où je me sens exister quelque part et donc, par peur que ce soit pire, je maintiens ça. Je m'accroche à ça et je ferme les yeux et je fais le dos rond. Ça, c'est le piège du point 9 et donc on s'entretient dans des routines et des addictions et des choses comme ça où en fait on neutralise nos sentiments négatifs, nos sensations, mais non pas comme le 7 qui va chercher des choses positives ailleurs, mais plutôt en faisant le dos rond et en étouffant les choses, en s'endormant. Ça, c'est comme si on arrêtait son vélo. Au contraire, la stabilité positive, c'est une stabilité dynamique, que j'ai appelée régulation. Donc là, c'est de dire, on laisse le vélo avancer et on le laisse du coup, on le laisse traverser des petits graviers, des petits trous sur la route. En fait, on le laisse vivre des déséquilibres locaux, éphémères, momentanés, pour que globalement, dans le mouvement, il y ait une stabilité qui s'installe. Il y a une sorte d'état de flow. Ça, c'est le point 9 positif. Un état de flow où on se laisse traverser des déséquilibres partiels, mais qu'on va juste chercher à réguler
en donnant à chaque chose sa juste conscience et sa juste place, pour faire en sorte que le vélo roule dans une vitesse qui n'est pas trop rapide, parce que sinon je risque quand même de tomber, mais pas trop lente, parce que je risque de tomber aussi si c'est trop lent. Heu, donc on continue de faire tourner la roue et le mouvement fait en sorte que les déséquilibres s'ajustent, voilà, dans le temps. Donc c'est une stabilité dynamique. Donc la stabilité provient d'un rééquilibrage dynamique. Parce que si c'est statique, c'est pas stable en fait. Ou la stabilité statique, c'est la mort, sinon. C'est quand il y a plus rien qui bouge du tout. Donc c'est pas non plus ce qu'on cherche. Voilà. Tant qu'on est vivant, les choses bougent. Donc mieux vaut les laisser bouger et réguler, ajuster les choses. Donc, où est-ce que j'étouffe mes élans? Où est-ce que, je vois que je m'endors dans des addictions, des choses comme ça? Ou dans une patience malsaine, j'en parlais juste avant, qui peut me faire durer très longtemps dans une situation malsaine, plutôt que de me dire: «Eh, bouge, bouge de là, fais quelque chose, c'est pas bon là». Qu'est-ce que je crains? Et quelle place est-ce que je ferais à mes élans de vitalité si j'avais confiance en l'équilibre global? Là, vous pouvez vraiment vous imaginer sur ce point-là, sur un vélo, à vous dire: «Si je lâche un peu les freins, je laisse le vélo prendre un peu de vitesse». Il y a ce moment quand on est enfant ou en tout cas quand on apprend à faire du vélo, où on se dit: «Si je me laisse prendre plus de vitesse, ça va être la mort en fait, je vais tomber», et en fait on découvre que c'est à ce moment-là qu'il y a une magie qui s'opère et en fait le vélo tient et il tient, presque comme par magie, dans les sentiments, les sensations en tout cas, en fait parce qu'on a laissé un peu d'élan se faire. Ça c'est l'invitation pour le point 9. Voilà pour ça, 21:23, donc on arrive au bout. Je vais finir rapidement la présentation et ensuite je vous donnerai la parole. Donc, une petite diapo ici sur, quoi faire quand, ce qu'on découvre et ça vous est peut-être arrivé ce soir ou pour ceux qui regardent le replay, d'avoir des émotions très fortes qui viennent au moment où vous voyez une croyance ou vous voyez un piège dans lequel vous êtes. Il y a 2 polarités qui sont importantes à respecter ici, c'est le féminin et le masculin. Ça aussi, c'est une synthèse, qui est très utile dans ma vie, que j'ai faite à partir de beaucoup de choses que j'ai trouvées, beaucoup de conseils. J'ai l'impression que si on arrive à faire ces 2 choses-là, on a le chemin le plus direct vers la libération. Donc c'est à la fois prendre soin du ressenti, même s'il est négatif, et valider son état quel qu'il soit. Parce que si vous jugez votre état, si mettons que vous vous voyez dans l'indignation ou dans le tourment et que vous vous dites: «Ah, je suis pas censé ressentir ça», alors vous jugez votre propre création puisque votre état, il naît des croyances que vous avez choisies, même si c'est inconscient. Et si vous jugez votre création, alors vous jugez vous-même en tant que créateur. Et donc vous entretenez la souffrance. Parce que la souffrance, vous avez vu que c'est attaque contre soi, attaque contre les autres. Donc c'est très important de valider l'existence de son état, quel qu'il soit. Quel que soit l'état qu'on traverse, il a, il a le droit d'exister. Prenez soin de vous à ce moment-là. Ça, c'est le féminin. C'est inconditionnel. Et en même temps, n'oubliez pas que votre état dépend de vos croyances. Donc, ça n'est pas, immuable, ça n'est pas compliqué. C'est juste des idées qui sont inscrites en vous dans le back office de votre esprit et votre état, il repose sur ces croyances-là. Donc, n'obéissez pas à votre état. Accueillez-le, comme on accueille un enfant qui dit: «Maman, j'ai peur, il y a un crocodile dans le placard». On fait un câlin à l'enfant, parce que lui, il vit vraiment l'expérience d'un crocodile dans le placard et c'est difficile à vivre. Mais vous n'allez pas le rejoindre dans sa peur du crocodile, parce que sinon on n'est pas avancé. Il n'y a pas vraiment de crocodile dans le placard, en fait. La croyance, elle est fausse. Donc, on accueille l'émotion, la croyance et tout le truc, tout l'état,
et on n'obéit pas à ce que ça nous dit parce que ça repose sur une croyance fausse. Et je vois souvent beaucoup de conseils sur un aspect ou sur l'autre aspect, mais rarement sur les 2. C'est très important qu'il y ait les 2 ensemble. Il y a pas de raison, du coup, de pas changer la croyance qui crée l'état négatif. Toutes mes circonstances sont des occasions d'apprécier qui je suis et de décider qui je veux être. C'est une manière de réunir les 2. Donc tout ce qui se passe, chaque instant présent, sert à accueillir, donc apprécier qui je suis maintenant, et côté sans obéir, côté masculin, de décider qui je veux être. Il m'appartient toujours de dire: «Voilà qui je veux être à partir de là». On n'a pas besoin de faire durer un état. Voilà pour ça. Et enfin, je vais finir là-dessus maintenant et puis on ira sur les questions après. Ça, c'est les 2 offres en fait que je propose actuellement. Une offre qui est plutôt sur la durée, qui est une communauté en ligne avec un espace, hem, où donc il y a différentes personnes, qui s'entraident et qui se ressourcent mutuellement sur un chemin de croissance, personnelle et spirituelle, pour une spiritualité incarnée. Et donc moi j'anime cette communauté et j'insuffle, de l'énergie avec des informations comme celle de ce webinaire, et j'en ai beaucoup d'autres encore, notamment dans le champ de la spiritualité, plus clairement. Et donc c'est un espace privilégié pour grandir avec des personnes qui comprennent, qui nous jugent pas d'être sur un chemin de croissance spirituelle et avec qui on peut échanger. Donc c'est assez précieux. Hem, donc vous pouvez aller sur le site unilliance.fr, vous allez trouver les 2 offres, si vous voulez en savoir plus. Et le coaching, c'est une offre qui est plus ponctuelle, où là, c'est sur 3 mois avec 6 séances intensives, des outils, heu, qui sont des utilisations de ce qu'on vient de voir là, mais j'en ai tiré des outils précis comme des outils de chirurgie en quelque sorte pour transformer nos systèmes de croyances et débloquer la vitalité dans notre vie. Donc si ça vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir sur unilliance.fr, et si vous voulez, il y a un petit test en ligne avec un débrief gratuit que je vous propose. Le test fait 10-15 minutes et le débrief, c'est 45 minutes, où du coup, ça vous donne un profil énéagramme, en 3 dimensions. Je ne détaille pas ici ce que ça veut dire, mais vous pourrez aller voir, et vous pourrez du coup rentrer dans une petite séance avec moi pour sentir si ça vous donne envie d'aller plus loin. 21h29. Voilà donc pour cette présentation. Merci d'avoir suivi. C'était un peu speed à mon goût quand même, je le savais d'avance, quand on passe par les 9 points, c'est un peu speed, mais je suis quand même content, j'avais envie de le faire comme ça. Donc pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, on peut prendre un quart d'heure de plus maintenant. Si vous avez des questions, donc d'abord pour des questions et ensuite, pour des témoignages, si vous voulez dire: «Bah tiens, ce point-là, j'ai ressenti ça quand on a parlé», ou bien: «Je me vois surtout là-dedans dans ma vie». Voilà, ça peut être utile de partager ça, que d'autres puissent entendre qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça. À vous, Sophie, peut-être tu avais besoin de partir plus tôt, ou je sais pas si tu as envie de dire quelque chose? Non, j'ai plutôt envie d'écouter si je peux, avant de partir, et je Ouais, m'ex là, je suis plutôt en train de digérer, d'infuser, ouais. heu, donc me rester sur ça me va bien. Peut-être que j'aurai quelque chose à dire après, mais là, vraiment OK. merci pour cette présentation claire, Mmh. fluide, et non, ça va? Ça vous va si je reste, Très bien, bah, oui, oui. Enfin, je réponds pour moi, mais oui, et puis tu peux aussi, si dans 2 jours, tu as quelque chose qui te vient, moi je suis
Enfin, ça me ferait plaisir. Si tu as envie de partager, que ça devient plus tard, ça peut être possible aussi en privé, voilà. Oui, il y a bien des moments où j'ai senti, tu vois? Mais je ne pourrais pas reprendre là. J'avoue que Ouais. je fatigue aussi un peu, Et oui, et oui, oui. et donc si les autres parlent, je les écoute encore avec, grand, grand plaisir. Peut-être quelque chose qui fera écho d'ailleurs. Mmh. Voilà, ça va? Et si je OK. m'éclipse à un moment donné, je vous dis déjà d'ores et déjà, au revoir si jamais je reste pas jusqu'au bout. Ouais. Et merci et enchantée d'avoir fait vos connaissances. Mmh. Merci à toi, Sophie. À bientôt. Voilà. OK, est-ce que alors effectivement, ouais, là, il y a eu beaucoup de choses d'un coup et pour qu'il y ait des questions, il faut qu'il y ait un minimum de faut que ce soit approprié, infusé un peu, donc je comprendrais qu'il y en ait pas ou pas tout de suite. On peut aussi se laisser, quelque temps, heu, pour voir s'il y a quelque chose qui vient. Laure, tu veux vas-y? Oui, alors juste, c'est pas une question, mais c'est, une remarque qui était différente par rapport, enfin, un ressenti différent par rapport aux 2 précédents webinaires. Pas par rapport au contenu qui est toujours, passionnant comme d'habitude, mais, les précédentes fois, puis même quand j'avais découvert l'énéagramme, je cherchais je cherchais les points qui me correspondaient le plus spontanément et donc avoir un peu des précisions là-dessus et là, j'étais surprise parce que je cherchais comment chaque point, faisait écho, en fait. Enfin, j'ai OK. pas cherché à le faire, enfin, ça s'est fait tout seul et c'est plus des thématiques qui sont arrivées avec par rapport à ces thématiques, comment je me promène dans chaque point, donc chaque point me représente plus. Donc ça va assez dans mon Ah cheminement oui, de et tu sortir t'es des vu points. tu as Ouais, réussi à te voir dans chaque point? oui. Alors je sens qu'il y a certains qui sont un petit peu moins que d'autres, mais c'est pas énormément pour un et quasiment rien pour l'autre. C'était plus, comme ça, on va dire. Si, un OK, milieu. Donc je trouvais ça OK. chouette parce que c'était pas du tout voulu et Mmh. du coup, c'était assez agréable d'être juste un mélange de tous ces points et pas juste un point, heu, ressource, planque, Ouais, choses comme ça, quoi. et ouais. Ouais, merci pour ce témoignage. J'ai l'impression que c'est, enfin, chacun vit son chemin et donc j'hésite à dire ça, mais ça m'apparaît là comme un progrès de dire, «J'arrive à me voir partout», puisque en principe, s'il y a un point, il y a tous les points puisqu'ils se tiennent ensemble. Mmh, En tout cas, c'est utile de se voir partout parce que si on est partout et qu'on se voit partout, alors, bah, on a plus de conscience et plus on a de conscience sur ce qui se passe, plus on est libre. mmh. Mais c'est marrant parce que quand je parle de l'énéagramme et que les gens me disent: «Ah bah, moi je me reconnais dans aucun vraiment», il y a plus une impression un peu plus négative et là, je Oui. pense que c'était l'idée que j'aurais eue de ça avant, en fait, aussi un peu plus genre je sais pas vraiment où je me retrouve Mmh. et là, c'était plus positif parce que ça faisait il y avait une Ah sensation oui, je d'autre chose. vois. En fait, du coup, les 2 mouvements, Ouais. parfois on passe d'une conscience qui est relative, on voit un peu de tous les points, mais bon, ça parle pas vraiment, Mmh mh. à finalement, mais oui, je me rendais pas compte à quel point ces 3 points-là, ils sont énormes dans ma vie Mmh. et ça, c'est une avancée du coup. Mais si à partir de là, on voit comment tous les points sont présents dans notre vie, ça va encore plus loin. OK, super, merci. Et ben, Thomas, est-ce que tu veux, partager quelque chose? Tu es pas obligé, hein, mais je donne la parole si tu as envie. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'ai pas de questions particulières. Effectivement, il faut que ça intégrer tout ça et que ça infuse. Mais ce que j'ai remarqué en écoutant les différents points, c'est au début, j'en avais noté 3 qui me semblaient, ou qui semblaient me correspondre et en fait après, dans ton l'explication quand tu as vu les points un par un, bah, il y en a d'autres où je me suis dit que ça me parlait. Ça me parlait aussi. Alors pas tous, mais il y en a 2 ou 3 autres qui m'ont beaucoup parlé aussi. Donc OK, ça me donne envie d'y revenir un peu ouais.
c'est vrai que, bon, voilà, là, ça fait beaucoup d'infos et je suis aussi un petit peu fatigué, mais Et en ouais, tout cas, ça ça clarifie bien et j'aime bien cette façon de transformer, en fait, pour voir, le côté positif, en fait, pour arriver enfin, à transformer la façon de voir les choses pour le mettre ouais, à son avantage, quoi. ah ouais. OK, merci, ouais. Voilà. Mmh. Ouais, effectivement, c'est alors, du coup, cette soirée, elle se présente un peu comme une formation, flash, un peu comme ça, comme si je vous donne un trousseau de clés là, et après l'idée c'est en situation quand vous vous voyez, donc à chaque fois que vous vous sentez dans une souffrance, mais ça peut être dur parce que, il y a du coup tous ces mécanismes qui font en sorte qu'on ne se dise pas qu'on est dans une souffrance, mais qu'on se dise simplement que c'est scandaleux ou que, on subit quelque chose, que donc si à ce moment-là, on est capable de se dire: «Ah, ça, c'est un symptôme de souffrance et la souffrance, elle repose sur une croyance en moi». Ça, en général, ça demande déjà beaucoup d'humilité, mais si on arrive à faire ça, et ben là, on peut se dire: «OK, c'est laquelle parmi les 9?» Et là, on peut ouvrir le catalogue, dire: «C'est laquelle parmi les 9 ? Ah oui, c'est le numéro 6 par exemple». De se dire: «OK, donc c'est quoi la clé ici?» C'est de me demander quelles sont les bonnes questions à se poser dans cette situation pour avancer et sortir du doute, par exemple. Mmh. Et là, du coup, on sort le trousseau de clés, en dire: «Ah, je me vois dans une cellule de prison. Ah, première étape. Deuxième étape, je me souviens que j'ai un trousseau de clés. Troisième étape, j'identifie la clé». Alors toutes les clés vont fonctionner, hein, puisque, tous les aspects de la souffrance sont présents en même temps, mais il y a une entrée qui sera plus facile pour vous à ce moment-là, et donc du coup, il y a une clé parmi les 9, qui sera, la clé à choisir, quoi. Non pas que les autres ne marchent pas, mais que cette clé-là sera plus facile à utiliser, Mmh. et chaque clé suffit à sortir de l'entièreté de la prison. Ça, c'est la bonne nouvelle, puisqu'elles se tiennent toutes ensemble. Donc si vous arrivez à faire ça, et ben, c'est formidable, ce sera le but en tout cas, c'est qu'à chaque fois, et même que ça se fait pas forcément en un seul webinaire, mais à chaque fois que je donne ces webinaires, je renforce un peu plus ce trousseau de clés que j'ai envie de donner au monde, tel que moi je l'utilise dans ma vie, et comment ça a ouvert ma vie, ça m'a donné des ailes, quoi. C'est vraiment, concret dans l'expérience, et il reste encore du travail Mmh. parce que, comme, je disais à Laure tout à l'heure, je crois que l'humanité est dans une phase de grand réveil, de grande sortie de la souffrance. Ça fait des millénaires qu'on est enfoncé dans des croyances malsaines, et du coup, on a beaucoup de choses à nettoyer, à sortir, et c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, et donc il y aura beaucoup de Gugus comme moi qui vont aider les autres. On va tous s'entraider, en fait, à sortir de là, avec différents outils dans différents langages. Donc j'en profite du coup pour dire: partagez, en fait, ce qui vous inspire. Si cette, présentation vous a inspiré, partagez-la. Et si ça vous a inspiré dans d'autres mots que les miens, dans d'autres langages, et ben, choisissez les langages qui vous inspirent le plus. Voilà, et du coup, le replay sera disponible 7 jours. Voilà, merci Sophie. Heu, donc je laisse 7 jours sur, YouTube, et je vais faire un post, du coup pour, parler de ça demain matin, et ensuite dans l'espace de la communauté en ligne, tous les replays de tous les webinaires sont disponibles sans limite de temps, parce que du coup, c'est un espace privilégié dans lequel on travaille ces questions-là ensemble. Même si c'est que le début, il y a une douzaine de personnes, mais ça a déjà commencé, on va travailler de plus en plus. Donc si ça vous intéresse de rejoindre un espace privilégié, je dis vous, du coup, pour toutes les personnes qui regardent le replay, et ben, vous êtes les bienvenus. Allez voir sur uniliance.fr, sur la page d'accueil, vous allez trouver un bouton pour découvrir cette communauté en ligne. Voilà pour ça. Merci à vous, merci d'avoir participé,
Et donc, j'ai prévu de faire un webinaire toutes les 2 semaines. On va voir si je m'y tiens. Mais donc, si vous voulez, vous pouvez, si ça vous intéresse et que vous voulez en avoir plus de ce genre de langage et ce genre de matériel, ces outils de croissance que je propose, eh ben, vous pouvez réserver votre jeudi dans 15 jours. Ah, mais tiens, je serai peut-être chez toi, Thomas, d'ailleurs, dans 15 jours. Parce qu'il se peut Oui. que j'aille te voir. Donc, voilà. Je ne sais pas encore quel sera le sujet. Je vais laisser mes sentiments profonds m'indiquer la priorité. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup. Merci Bonne fin de beaucoup, Étienne. soirée. À bientôt, les amis. À bientôt. À bientôt. Merci.